le mystère du Grand Zimbabwe. Le silence, c'est la première chose qui vous frappe. Un silence lourd chargé de siècles qui enveloppe les pierres massives du Grand Zimbabwe. Ici, au cœur de l'Afrique australe, les murs de granit se dressent, énigmatiques, défiant le temps et nos certitudes. Ce n'est pas une simple ruine, ce n'est pas un amas de pierres oubliées. C'est le vestige d'une ambition démesurée, d'une vision qui a façonné le paysage et défié les lois de la construction. Entre le 9e et le 15e siècle, une civilisation a érigé ici une cité sans pareille, un centre de pouvoir dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Le Grand Zimbabwe. Un nom qui évoque l'Afrique médiévale, les royaumes oubliés, les routes commerciales de l'or et de l'ivoire. Mais derrière cette façade historique se cache une question plus profonde, plus troublante. La question qui te vient à l'esprit est presque folle. Et si cette civilisation, que l'on a longtemps considérée comme primitive, avait en réalité maîtrisé des connaissances et des technologies que nous peinons encore à comprendre? Oublier l'archéologie orthodoxe et les manuels d'histoire. Dans cette vidéo, nous allons remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur l'Afrique précoloniale. Car le Grand Zimbabwe n'est pas seulement un site archéologique, c'est une énigme, un défi, une invitation à explorer les frontières de notre savoir et à envisager une histoire alternative, où l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi le témoin d'une ingéniosité technologique insoupçonnée. Une architecture stupéfiante, l'énigme de pierre. Oubliez le sable et le désert, oubliez les pyramides et les pharaons. L'Afrique a aussi ses monuments colossaux, ses défis à l'ingénierie, ses témoignages d'une ambition qui transcende les époques. Ici, au Grand Zimbabwe, la pierre règne en maître. La grande enceinte est un cercle parfait, ou presque, de 250 mètres de diamètre. Des murs qui s'élèvent jusqu'à 11 mètres de hauteur, dominant le paysage. Une surface totale de 27 000 mètres carrés, capable d'accueillir une foule immense, un peuple entier. Imaginez les cérémonies, les rassemblements, les décisions cruciales qui ont résonné entre ces murs. On la compare souvent à la deuxième plus grande structure d'Afrique, après les pyramides d'Égypte. Mais la comparaison s'arrête là, car le Grand Zimbabwe ne se contente pas d'impressionner par sa taille, il fascine par sa technique, par son mystère, et surtout par son contexte. Contrairement aux pyramides, érigées dans un désert aride, le Grand Zimbabwe s'élève au cœur d'une région fertile, riche en ressources, mais aussi soumise aux caprices de la nature. Observez, pas de mortier, pas de ciment, juste des blocs de granit, taillés avec une précision déconcertante, assemblés avec une maîtrise qui défie les siècles. Des murs en pierre sèche qui tiennent debout depuis plus d'un millénaire, bravant les intempéries, les tremblements de terre, l'oubli. Cette technique, que l'on retrouve dans d'autres sites anciens à travers le monde, soulève une question fondamentale. Comment ont-ils fait pour obtenir une telle précision sans les outils que nous connaissons aujourd'hui ? Les archéologues s'interrogent, ils étudient les marques sur les pierres, les outils retrouvés sur le site, les techniques de construction des autres civilisations de l'époque. Ils émettent des hypothèses sur l'utilisation de leviers, de rampes, de cordes, de la force brute de milliers d'hommes. Mais aucune explication ne semble totalement satisfaisante. C'est là que les théories alternatives entrent en jeu. Certains suggèrent une connaissance approfondie de la géométrie, des mathématiques, de l'acoustique. D'autres évoquent des techniques de lévitation, des outils soniques, des savoirs transmis par des civilisations plus anciennes, voire extraterrestres. Ces hypothèses, bien sûr, ne font pas l'unanimité, mais elles ont le mérite de nous rappeler que notre compréhension du passé est toujours partielle, toujours sujette à révision. Et que le Grand Zimbabwe, comme d'autres sites mégalithiques à travers le monde, recèle peut-être des secrets que nous ne sommes pas encore prêts à entendre.
Mais la grande enceinte n'est pas la seule merveille du grand Zimbabwe. Le site regorge d'autres structures impressionnantes. Des tours coniques, des enceintes plus petites, des habitations, des sanctuaires. Autant de témoignages d'une civilisation complexe, organisée et dotée d'une vision architecturale unique. Une vision qui continue de nous fasciner, de nous interroger et de nous rappeler que l'Afrique, elle aussi, a son lot de mystères à percer. Le grand Zimbabwe. Plus qu'un monument, il est un vrai défi, un mystère, une énigme de pierre et de granit qui continue de nous interroger sur les capacités insoupçonnées de l'Afrique ancienne et sur les limites de notre propre savoir. La vie au cœur d'un royaume oublié. Le grand Zimbabwe n'était pas une simple forteresse isolée. C'était le cœur battant d'un royaume puissant, d'une civilisation florissante, dont l'influence s'étendait bien au-delà de ses murs de granit. Un royaume dont les racines plongent dans les profondeurs de l'histoire, bien avant que les cartes européennes ne commencent à dessiner les contours de l'Afrique. Nous sommes au milieu d'une ville animée, grouillante de vie, des milliers d'habitants, entre 10 000 et 20 000 selon les estimations. Des artisans travaillant le métal, le bois, l'argile, transformant les ressources locales en objets d'art et d'utilité. Des commerçants négociant des marchandises venues de loin, leur langue se mêlant dans un brouhaha cosmopolite. Des prêtres officiant dans les temples, honorant les ancêtres et les esprits de la nature. Des guerriers patrouillant dans les rues, assurant la sécurité de la cité et la protection du royaume. Le grand Zimbabwe était la capitale du royaume du Zimbabwe, un État prospère qui a dominé la région entre le XIe et le XVe siècle. Un centre de pouvoir politique, religieux et économique, où se prenaient les décisions qui allaient façonner le destin de tout un peuple. Pour comprendre le grand Zimbabwe, il faut remonter aux sources, aux racines profondes qui nourrissent cette terre depuis des millénaires. Il faut parler des Shona. Les Shona étaient plus qu'un peuple, ils formaient une seule âme, une mosaïque de clans, de dialectes, de traditions, qui partagent une histoire commune, une identité forte, un lien indéfectible avec cette terre. Ce sont eux, les héritiers des bâtisseurs du grand Zimbabwe. Ce sont eux, les gardiens de la mémoire de ce royaume oublié. Leur histoire remonte à des temps immémoriaux. Dès le XIe siècle, leurs ancêtres, les Mapungubwe, érigent des cités de pierre, témoignant d'une maîtrise de l'architecture et d'une organisation sociale déjà très avancée. Ils exploitent les mines d'or, ils commercent avec les peuples de la côte, ils tissent des liens avec le monde extérieur. Mais les Shona, ce ne sont pas seulement des bâtisseurs et des commerçants, ce sont aussi des êtres spirituels. Leur culture est imprégnée de croyances ancestrales, de rituels complexes, de respect pour les esprits des ancêtres et les forces de la nature. Ils croient en Mwari, le dieu créateur, qui se manifeste à travers les éléments, les animaux, les rêves. Ils consultent les mondoraux, les esprits des chefs défunts, pour guider leurs décisions et assurer la prospérité de leur communauté. Aujourd'hui encore, malgré les siècles de colonisation, de conflits, de changements, les Shona continuent de perpétuer leurs traditions, de parler leur langue, de chanter leurs chants, de danser leurs danses. Ils cultivent la terre, ils élèvent le bétail, ils créent des œuvres d'art, ils transmettent leur savoir aux générations futures. Ils sont les gardiens de l'âme du Zimbabwe, les témoins vivants d'une histoire millénaire. Mais la richesse du royaume du Zimbabwe ne reposait pas seulement sur son agriculture et son artisanat. Elle reposait aussi sur son commerce. L'or, le cuivre, l'ivoire, extraits des mines et des forêts de la région, étaient échangés contre des produits de luxe venus de pays lointains, la Perse, la Chine, l'Inde. Des tissus précieux comme la soie qui arrivaient par les navires arabes dès le XIIIe siècle. Des céramiques raffinées comme la porcelaine chinoise dont on retrouve des fragments sur le site datant de la dynastie Ming, 1368 à 1644. Des perles rares comme les perles de verre indiennes prisées pour leur beauté et leur valeur. Le grand Zimbabwe était un carrefour commercial, un point de rencontre entre l'Afrique et l'Asie, un lieu d'échange d'idées, de culture, de technologie.
un témoignage de la capacité des Africains à s'intégrer dans les réseaux commerciaux mondiaux, bien avant l'arrivée des Européens. En 1330, Ibn Battuta, le célèbre voyageur marocain, décrit déjà la prospérité des villes côtières d'Afrique de l'Est, qui servirent de relais pour le commerce avec l'Asie, un commerce dont le royaume du Zimbabwe était un acteur majeur. Mais derrière cette façade de prospérité et de puissance se cachent des questions plus sombres. Comment ce royaume a-t-il réussi à maintenir son contrôle sur un territoire aussi vaste sans l'aide d'une armée permanente ou d'une bureaucratie centralisée? Comment a-t-il géré les tensions entre les différentes communautés qui le composaient, les Shona, les Karanga, les Rosevi? Et surtout, pourquoi a-t-il fini par s'effondrer, laissant derrière lui ces ruines énigmatiques que les explorateurs portugais du XVIe siècle, comme Vicente Pegado, ont pris pour les vestiges de l'antique Ophir, la source de l'or du roi Salomon? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la suite de ce documentaire. Au-delà de leur organisation politique, sociale, économique et de leur héritage culturel, les Shona nous rappellent aussi l'ingéniosité technologique qui a permis la construction de ce royaume. Car le Grand Zimbabwe n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'est aussi un témoignage de compétences technologiques avancées. La maîtrise de la métallurgie du fer, tout d'abord. Dès le début du premier millénaire, les Shona excellent dans la fabrication d'outils, d'armes, d'instruments agricoles. Ils connaissent les secrets de la fusion du fer, du forgeage, du trempage, leur permettant de produire des objets d'une qualité exceptionnelle. Ces outils, à leur tour, vont leur permettre de réaliser une prouesse d'ingénierie. L'extraction et la taille du granit. Imaginez le travail colossal que cela représente. Il faut trouver les gisements, extraire les blocs, les transporter sur des kilomètres, les tailler avec une précision millimétrique. Un travail qui exige non seulement une connaissance approfondie des matériaux, mais aussi une organisation sociale complexe, capable de mobiliser des milliers de personnes. Comment ont-ils fait? Les archéologues pensent qu'ils utilisaient des coins de bois, qu'ils enfonçaient dans les fissures de la roche, puis qu'ils arrosaient d'eau pour les faire gonfler et fendre la pierre. Ils utilisaient aussi des outils en fer, des marteaux, des burins, pour tailler les blocs avec une précision étonnante. Mais au-delà des outils et des techniques, c'est l'organisation sociale qui impressionne le plus. Pour mener à bien de tels chantiers, il fallait une hiérarchie claire, des chefs capables de prendre des décisions, des artisans spécialisés, des ouvriers disciplinés, des logisticiens efficaces. Une société complexe, structurée et animée par une vision commune. Le Grand Zimbabwe, en somme, est le fruit d'une collaboration extraordinaire, d'une synergie entre des compétences technologiques avancées et une organisation sociale sophistiquée. Un témoignage de la capacité des Africains à maîtriser leur environnement, à transformer les ressources naturelles, à créer des œuvres durables. Un défi à nos préjugés, une invitation à réévaluer nos perceptions des sociétés africaines anciennes. Mais comment cette société a-t-elle réussi à maintenir cette organisation, cette cohésion pendant des siècles? Quels étaient les fondements de son pouvoir, les sources de sa légitimité? Et surtout, pourquoi a-t-elle fini par s'effondrer, laissant derrière elle ces ruines énigmatiques? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la suite de ce documentaire. Géométrie sacrée ou simple coïncidence? Le Grand Zimbabwe est un défi à l'ingénierie, un témoignage de la puissance d'un royaume oublié, mais aussi peut-être un livre ouvert sur des connaissances que nous avons perdues. Car en observant attentivement les structures du site, on ne peut qu'être frappé par leur géométrie. La grande enceinte, en particulier, attire l'attention. Sa forme n'est pas parfaitement circulaire, comme on pourrait s'y attendre. Elle est elliptique. Une ellipse presque parfaite, dont les dimensions ont été calculées avec une précision étonnante. Des études récentes, menées par des archéoastronomies, ont révélé que l'axe majeur de cette ellipse est aligné avec le lever du soleil au solstice d'hiver, un phénomène qui se produit tous les ans, marquant le début d'une nouvelle saison. Est-ce le fruit du hasard, le résultat d'une simple approximation? Ou bien les bâtisseurs du Grand Zimbabwe possédaient-ils une connaissance approfondie de la géométrie, des mathématiques
de l'astronomie. Une connaissance qui leur aurait permis de concevoir des structures non seulement solides et fonctionnelles, mais aussi harmonieuses et symboliques. C'est l'hypothèse de certains chercheurs qui voient dans le Grand Zimbabwe un exemple de géométrie sacrée. Une géométrie qui relie les formes de la nature, les proportions du corps humain, les mouvements des astres et les principes spirituels. Une géométrie que l'on retrouve dans d'autres sites anciens à travers le monde, comme les pyramides d'Égypte, les temples grecs, les cathédrales gothiques, mais aussi dans des sites moins connus, comme les cercles de pierre de Sénégambie, dont l'alignement avec les étoiles témoigne d'une connaissance astronomique sophistiquée, ou les géoglyphes de Nazca, dont les formes énigmatiques continuent de fasciner les chercheurs. Selon cette théorie, la forme elliptique de la grande enceinte ne serait pas un simple accident. Elle serait le reflet d'une connaissance profonde des lois de l'univers, une tentative de créer un espace sacré, en harmonie avec les forces cosmiques. Certains chercheurs, comme l'architecte Vincent Silva, ont même suggéré que les proportions de la grande enceinte sont basées sur le nombre d'or, une constante mathématique qui se retrouve dans de nombreuses formes naturelles et artistiques. Bien sûr, cette hypothèse reste controversée. Beaucoup d'archéologues préfèrent des explications plus pragmatiques, liées aux contraintes techniques, aux matériaux disponibles, aux besoins de la société. Ils soulignent que la forme elliptique pourrait être simplement due à la topographie du terrain ou à des erreurs de construction. Mais il est difficile d'ignorer la perfection de cette ellipse, sa régularité, sa beauté, et surtout son alignement avec le lever du soleil au solstice d'hiver. Et si les bâtisseurs du Grand Zimbabwe avaient maîtrisé des concepts mathématiques que nous avons redécouverts seulement récemment? Et si leur connaissance de la géométrie leur avait permis de développer des technologies que nous peinons encore à imaginer? Des technologies liées à l'énergie, à la communication, à la guérison. Des technologies dont les traces se seraient perdues avec le temps, mais dont l'écho résonne encore dans les pierres du Grand Zimbabwe? Autant de questions qui méritent d'être posées, explorées et débattues. Et qui nous rappellent que l'Afrique, elle aussi, a contribué à l'avancée des connaissances humaines, souvent de manière méconnue ou sous-estimée. Géométrie sacrée ou simple coïncidence? À vous de juger. Mais n'oubliez jamais que l'histoire est une construction, une interprétation, et que chaque génération a le droit de la réécrire, à la lumière de ses propres connaissances et de ses propres interrogations. Et ces interrogations au Grand Zimbabwe ne se limitent pas à la géométrie? Comment ces murs ont-ils été érigés? Comment ces blocs de granit, pesant parfois plusieurs tonnes, ont-ils été hissés à de telles hauteurs? La théorie la plus courante évoque l'utilisation de leviers et de rampes sophistiquées. Des rampes en terre, construites progressivement au fur et à mesure de l'élévation des murs, permettant de faire rouler les blocs sur des rondins de bois. Des leviers, actionnés par des équipes d'ouvriers, permettant de soulever les pierres et de les positionner avec précision. Une technique simple mais efficace qui a été utilisée dans de nombreuses constructions antiques à travers le monde. Mais au Grand Zimbabwe, cette théorie se heurte à certaines difficultés. Les rampes auraient nécessité des quantités énormes de terre, dont on ne retrouve pas de traces sur le site. Les leviers auraient exigé une force considérable et une coordination parfaite entre les ouvriers. Et surtout, comment expliquer la précision de l'assemblage, l'absence de mortier, la stabilité des murs après plus d'un millénaire? C'est là qu'intervient une autre spéculation, plus audacieuse, la connaissance de principes acoustiques. Certains chercheurs ont suggéré que la tour conique, la structure la plus emblématique du Grand Zimbabwe, n'était pas seulement un symbole de pouvoir ou de fertilité, mais aussi un instrument acoustique, une sorte de résonateur capable de produire des sons puissants et harmonieux, utilisés lors de cérémonies religieuses ou de rituels initiatiques. Cette théorie s'appuie sur des observations surprenantes. La forme de la tour conique, sa position sur le site, les matériaux utilisés pour sa construction, tout semble avoir été pensé pour optimiser la propagation des ondes sonores. Certains chercheurs ont même émis l'hypothèse que les bâtisseurs du Grand Zimbabwe connaissaient les principes de la psychoacoustique, la science qui étudie les effets des sons sur le cerveau humain. Des sons capables de modifier les états de conscience, de provoquer des transes, de guérir des maladies. Des sons utilisés par les chamans, les prêtres, les guérisseurs, pour communiquer avec les esprits, pour influencer les événements.
pour maintenir l'harmonie du monde. Bien sûr, cette théorie reste très spéculative. Il n'existe pas de preuves archéologiques directes de l'utilisation de principes acoustiques au Grand Zimbabwe. Mais il est difficile d'ignorer la forme particulière de la tour conique, son emplacement stratégique et les témoignages des traditions orales Shona qui évoquent le rôle du son dans les cérémonies et les rituels. Alors, simple coïncidence ou connaissance perdue, technique de construction traditionnelle ou maîtrise de principes acoustiques. Le Grand Zimbabwe continue de nous interroger, de nous défier, de nous inviter à explorer les frontières de notre savoir. Car en cherchant à comprendre comment ce site a été construit, on ne fait pas seulement de l'archéologie. On fait aussi de la philosophie, de la science, de la spiritualité. On se pose des questions sur la nature de l'homme, sur sa place dans l'univers, sur les limites de sa connaissance. Le Grand Zimbabwe reste une énigme de pierre et de granit qui continue de nous interroger sur les capacités insoupçonnées de l'Afrique ancienne et sur les limites de notre propre savoir. Comment ce site a-t-il été construit? Peut-être ne le saurons-nous jamais avec certitude, mais l'important n'est pas tant la réponse que la question. Car c'est en se posant des questions que l'on avance, que l'on progresse, que l'on se rapproche de la vérité. Pourquoi leur société s'est effondrée? Le Grand Zimbabwe était un royaume puissant, une civilisation florissante, une prouesse architecturale. Mais aussi une énigme. Car comment expliquer la disparition de cette société, son effacement progressif de la mémoire collective? Comment un royaume qui a dominé la région pendant des siècles, qui a bâti des monuments colossaux, qui a commercé avec le monde entier, a-t-il pu s'éteindre, laissant derrière lui ses ruines silencieuses? Au XVe siècle, le royaume du Zimbabwe entre dans une phase de turbulence. Les sources écrites, rares et fragmentaires, ne nous offrent qu'un aperçu partiel de cette période. Mais les fouilles archéologiques, les analyses paléoclimatiques et les traditions orales Shona nous permettent de reconstituer un tableau plus complet, bien que toujours incertain. Certains évoquent des facteurs environnementaux. Des études récentes ont montré que le XVe siècle a été marqué par une série de sécheresses sévères qui ont affecté toute l'Afrique australe. Ces sécheresses ont entraîné une baisse de la productivité agricole, une diminution des ressources en eau et une compétition accrue pour les terres cultivables. Des phénomènes qui auraient défavorisé les famines, les migrations et les conflits pour le contrôle des ressources. On estime que la population du Grand Zimbabwe a pu diminuer de moitié en quelques décennies sous l'effet de ces crises. D'autres mettent en avant des facteurs politiques. Le royaume du Zimbabwe était un État multiethnique composé de différents groupes Shona, Karanga et Rossvi. Des tensions existaient entre ces groupes liées à la répartition du pouvoir, au contrôle des richesses et aux différences culturelles. Au XVe siècle, ces tensions se sont exacerbées, conduisant à des luttes de pouvoir au sein de la famille royale, à des révoltes des populations soumises et à des invasions de peuples voisins comme les Rossvi, qui ont fini par prendre le contrôle du royaume. Mais il existe aussi des théories plus audacieuses, plus controversées. Certains chercheurs, s'appuyant sur les traditions orales Shona, suggèrent que le royaume du Zimbabwe aurait été victime d'une sorte de malédiction, d'une punition divine, pour avoir transgressé des lois sacrées, pour avoir oublié ses ancêtres, pour avoir cédé à la corruption et à la décadence. Des rituels auraient été négligés, des tabous auraient été brisés, des injustices auraient été commises, et les esprits des ancêtres, courroucés, auraient retiré leur protection au royaume, entraînant sa chute. D'autres encore évoquent des facteurs extérieurs. L'arrivée des Portugais sur les côtes d'Afrique de l'Est, au début du XVIe siècle, a perturbé les routes commerciales traditionnelles, détourné les flux d'or et d'ivoire et affaibli le pouvoir du royaume du Zimbabwe. Les Portugais ont cherché à établir des comptoirs commerciaux, à contrôler les mines d'or et à convertir les populations au christianisme. Une politique qui a rencontré une forte résistance de la part des Shona, mais qui a contribué à déstabiliser la région.
Mais quelle que soit la cause ou la combinaison de causes qui a entraîné le déclin du royaume du Zimbabwe, une chose est sûre, son effondrement a laissé une cicatrice profonde dans l'histoire de l'Afrique australe. Une cicatrice dont les ruines du grand Zimbabwe sont le témoignage poignant. Un témoignage qui nous rappelle que les civilisations ne sont pas éternelles et que leur survie dépend de leur capacité à s'adapter aux changements, à gérer les conflits et à préserver leurs valeurs. Alors, comment expliquer la disparition du grand Zimbabwe? Catastrophe naturelle, conflits internes, malédiction divine ou intervention extérieure? La vérité est sans doute plus complexe, plus nuancée que ce que l'on peut imaginer. Et c'est peut-être là, dans cette complexité, dans cette incertitude, que réside le véritable mystère du grand Zimbabwe. Un mystère qui nous invite à la prudence et à la remise en question. Un mystère qui continue de nous hanter, de nous interroger et de nous rappeler que toutes les civilisations, aussi puissantes et brillantes soient-elles, sont mortelles. Et leur héritage, leur mémoire, ne survivent que grâce à ceux qui se souviennent, qui cherchent à comprendre, qui refusent d'oublier. Car en étudiant le passé, on comprend mieux le présent et on se prépare à affronter l'avenir. L'Afrique, une histoire à réécrire. Le grand Zimbabwe, ce site archéologique, reste une énigme de pierre et de granit dont les secrets continuent de nous échapper. Mais il représente bien plus que cela. Il est un symbole de la richesse, de la complexité et de l'ingéniosité des civilisations africaines précoloniales. Un symbole de la force, de la résilience et de la créativité d'un continent trop longtemps méconnu et sous-estimé. Trop longtemps, l'histoire de l'Afrique a été écrite par d'autres, par des explorateurs, des colonisateurs, des historiens occidentaux qui ont souvent déformé, minimisé, voire nié les réalisations des peuples africains. On a présenté l'Afrique comme un continent sans histoire, sans civilisation, sans technologie. Un continent à la traîne du reste du monde, attendant d'être éclairé par la lumière de l'Europe. Un continent réduit à ses souffrances, à ses conflits, à ses difficultés. Le grand Zimbabwe, comme tant d'autres sites archéologiques africains, vient contredire ce récit fallacieux. Il témoigne d'une civilisation capable de bâtir des monuments colossaux, de maîtriser des techniques de construction complexes, de commercer avec des pays lointains, de créer une société organisée et prospère. Il témoigne d'une Afrique qui n'a rien à envier aux autres continents, qui a sa propre histoire, sa propre culture, sa propre identité. Il est temps de réévaluer nos perceptions de l'Afrique ancienne, de reconnaître la contribution des Africains à l'histoire de l'humanité, de donner à l'Afrique la place qui lui revient dans le récit du développement humain, de célébrer la diversité et la richesse des cultures africaines, leur créativité, leur résilience, leur capacité à s'adapter et à innover. Cela passe par de nouvelles recherches, par de nouvelles fouilles, par de nouvelles analyses. Il faut mobiliser les archéologues, les historiens, les linguistes, les anthropologues, les scientifiques de toutes disciplines pour percer les mystères restants du grand Zimbabwe. Il faut écouter les traditions orales des Shona, respecter leurs savoirs ancestraux et leur donner la parole. Il faut encourager les jeunes Africains à s'intéresser à leur histoire, à s'approprier leur héritage et à construire leur propre avenir.